Vous êtes sur Point 9 TV, bienvenue dans votre édition du 19h15. Alerte piraterie au Gabon, 9 marins ont été enlevés au large des côtes gabonaises dans la nuit du 10 au 11 janvier. Une attaque qui relance les inquiétudes sur la sécurité maritime. Reportage. Le spectre de la piraterie refait surface dans les eaux gabonaises. Dans la nuit du 10 au 11 janvier, vers 2 h du matin, le chalutier IB Fish 7, battant pavillon gabonais, est attaqué à environ 5000 nautiques au sud-ouest d'Ikuta. Selon la marine nationale, 3 hommes armés ont mené une opération éclair. Bilan, 9 marins enlevés, dont 5 ressortissants chinois et 4 indonésiens. 6 autres membres d'équipage sont restés à bord du navire. La réaction des forces de défense ne s'est pas fait attendre. La marine nationale et la gendarmerie ont localisé le chalutier et l'ont escorté jusqu'au port de Vando. Une enquête judiciaire est ouverte à Libreville. Au sommet de l'État, le dossier est suivi de près. Au-delà de l'urgence sécuritaire, l'enjeu est aussi diplomatique. Pour le Gabon, la sécurisation de ses eaux territoriales reste un défi majeur. Après plusieurs jours de perturbations dans les établissements scolaires, le gouvernement gabonais a ouvert ce dimanche des négociations avec la plateforme SOS Éducation. Un récit signé Maggie Kinga-Koge. Ce dimanche 11 janvier 2026, le complexe d'Ali Bondeng a été le théâtre d'un moment très attendu. Gouvernement et plateforme SOS Éducation ont officiellement ouvert les discussions, dans un contexte marqué par une grève qui pèse lourdement sur le calendrier scolaire. Dès l'entame des travaux, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Carméliane Tontom Leclerc, a salué la mobilisation des partenaires sociaux et leur volonté de dialogue. Un signal fort, alors que la priorité affichée reste le retour à la norme dans les établissements. Les échanges s'organisent autour de 3 axes majeurs, les questions administratives et financières, les aspects juridiques et les conditions de travail des enseignants. L'objectif, harmoniser les revendications et dégager des réponses concrètes et applicables. Les discussions vont se poursuivre avec les ministères du budget et de la fonction publique, sous la coordination du vice-président du gouvernement Hermani Mongo, avec la mise en place d'un mécanisme de suivi. Du côté de SOS Éducation, la démarche est jugée encourageante. La plateforme s'entend consulter sa base avant les prochaines étapes. Un dialogue relancé dans l'espoir d'une sortie de crise conformément à la vision du chef de l'État. À Port-Gentil se tenait une réunion stratégique du collectif SOS Éducation dans l'optique de faire le bilan sur le mouvement de grève et de décider de la suite et la conduite à tenir. Plus de détails avec notre correspondant Estranel Ovonondo. Après une semaine de grève environ, le collectif des enseignants de la capitale économique gabonaise a organisé une réunion stratégique avec l'ensemble des militants et adhérents. Cette rencontre s'est tenue devant les locaux de la circonscription scolaire de Logoué-Maritime. L'objectif principal était de faire le point sur la situation actuelle, à mi-parcours de la grève générale qui a débuté le 5 janvier dernier dans le secteur de l'éducation nationale. Il s'agissait aujourd'hui de dire à la population, à l'ensemble des enseignants, que le collectif SOS Éducation n'a pas de leader. Que c'est une entité sans tête. À cet effet, tout ce qui se passe sur l'étendue du territoire, les gens qui veulent se donner une paternité de ce mouvement sont dans le faux. Vu que l'information dit que la tutelle a prévu régler nos revendications à court, à moyen et à long terme. Il est question maintenant pour nous, la base, ce matin, à notre piquet de grève de la direction provinciale de Logoué-Maritime, tous ensemble de regarder comment est-ce que nous pouvons proposer aux autres la conduite à tenir par rapport à la proposition de nos autorités. Sachant bien que nous sommes des pères et des mères de famille, nous ne sommes pas contre notre pays. Nous voulons justement que notre pays soit stable, mais pour être stable, il faudrait que nous aussi nous soyons stables, psychologiquement, physiquement, pour mieux accompagner nos apprenants. La grève, initiée pour revendiquer de meilleures conditions de travail et une revalorisation des salaires, a mobilisé un grand nombre d'enseignants de la cité de l'Or-Noir. Ce mouvement s'inscrit dans un contexte plus large de revendications dans l'éducation, où les acteurs du secteur éducatif gabonais cherchent à exprimer leur mécontentement face aux insuffisances constatées depuis plusieurs années. Nous avons un parterre de revendications
La première qui se hisse en tête est la régularisation des situations administratives avec effet solde immédiat. Nous avons l'intégration des 900 enseignants. Nous avons les rappels soldes que nous réclamons depuis plus de 10 ans. Nous avons encore plusieurs revendications comme ça que nous étalons. Nous avons les enseignants bénévoles et les 900 qui sont en souffrance, et 900 enseignants de sciences. Et il y a également les sortants NS, ENI et INJS, d'accord, qui doivent être affectés. Cette rencontre marque une étape importante dans le déroulement de la grève et témoigne de la volonté des enseignants de se faire entendre. Le collectif continue d'appeler à la mobilisation générale et à la solidarité entre tous les acteurs de l'éducation nationale, tandis qu'ils s'apprêtent à planifier les prochaines actions pour faire avancer leurs revendications. Le ministre de tutelle doit savoir que la grève a été déclenchée par le collectif SOS Éducation. Et par mesure de conséquent, pour que cette grève se lève, il faut bien qu'elle discute avec le collectif SOS Éducation et non avec les syndicats traditionnels. Donc nous attendons toujours l'aval de nos autorités qui sont en main de régler cette situation, d'apaiser la situation éducative en ce moment, et nous sommes très patients de ça. Mais pour l'heure, la grève continue tant que les négociations n'ont pas commencé. Les enseignants espèrent ainsi obtenir des réponses concrètes et rapides de la part des responsables du ministère de l'Éducation nationale, voire du gouvernement de la République. Le Grand Libreville se dirige vers la fin des délestages avec l'entrée prochaine en service du barrage de Kingele à Val. Un récit de Maggie Kinga Koge. Inspecté récemment par le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, Philippe Tanangoy, le chantier barrage de Bikele à Val affiche un taux d'avancement supérieur à 54%. Réalisé par l'entreprise Sino Hydro, l'ouvrage produira 35 MW pour une capacité annuelle estimée à 250 GWh. Le barrage sera équipé de 3 turbines francises et raccordé au réseau national via une ligne de 250 kV, renforçant ainsi l'alimentation électrique du Grand Libreville. D'un coût global de 120 milliards de francs CFA, le projet est financé à 72% par des partenaires extérieurs. La mise en service progressive est prévue dès mars 2026, avec des essais techniques attendus entre août et septembre. Au-delà de l'énergie, le projet génère des retombées économiques importantes, mobilisant plus de 700 emplois, majoritaires gabonais. Kingele Aval incarne aujourd'hui l'espoir d'une électricité stable, durable et souveraine pour le Gabon. À Libreville, la question de l'emploi des jeunes s'invite au cœur des débats dans les universités avec l'engagement de la CETRAG aux côtés des étudiants. Voici notre récit en images. À l'Université internationale de Bertéjean de Libreville, les amphis ont vibré autrement. Pas de cours magistral, mais une rencontre directe entre la jeunesse et le monde du travail. La société d'exploitation du Transgabonin, CETRAG, a choisi d'être au cœur du forum Inspirer les jeunes talents. Stage, formation, échange sans filtre. Ici, les étudiants découvrent les réalités du terrain et les opportunités concrètes qui s'offrent à eux. Pour CETRAG, l'objectif est clair. Préparer les jeunes Gabonais à entrer dans la vie professionnelle avec des compétences solides et une vision claire. Pour Mundingu Hermeline Bertha, responsable talent, diversité et inclusion, accompagner la jeunesse et investir dans l'avenir du pays. L'entreprise entend former jusqu'à 1000 jeunes chaque année. Cette collaboration entre CETRAG et la junior entreprise de l'université crée un pont essentiel entre l'école et l'entreprise, notamment dans des secteurs clés comme l'énergie et la logistique. Emploi des jeunes et agriculture au cœur des débats, la PSD de Mahanga Moussavou propose la création de 5000 fermes-villages à travers le Gabon. Reportage. Le président du Parti social-démocrate Pierre Claver Mahanga Moussavou a présenté à Libreville un projet de développement agricole destiné à lutter contre le chômage des jeunes. L'initiative prévoit la création de 5000 fermes-villages répartis sur l'ensemble du territoire national. Le projet repose sur l'installation des jeunes après le service militaire obligatoire dans des pôles de production agricole.
Chaque ferme village couvrira en moyenne 100 hectares pour une superficie totale estimée à près de 500 000 hectares à l'échelle du pays. Chaque site devrait accueillir une dizaine de jeunes engagés dans l'agriculture et l'élevage. Les cultures prévues incluent le café, le cacao, le maïs, l'arachide et les cultures vivières, après en complément des activités de l'élevage, d'aviculture et de pisciculture. Selon Pierre Claver Manga Moussavou, les conseils départementaux assureront l'encadrement des jeunes et la commercialisation de la production. À travers ce projet, le PSD plaide pour des réformes structurelles afin de renforcer l'emploi des jeunes et la sécurité alimentaire nationale. Protéger la forêt gabonaise grâce à l'intelligence artificielle, une nouvelle arme contre la déforestation dont se munit l'État. Reportage. La forêt gabonaise couvre près de 88% du territoire et arbitre une biodiversité exceptionnelle, dont 95 000 éléphants de forêt. Face à la déforestation, le Gabon innove en intégrant l'intelligence artificielle dans sa stratégie de protection environnementale. Au cœur du dispositif, Forest Foresight, développé avec la WWF, cet outil analyse les données satellitaires pour repérer les zones à risque et prédire les menaces jusqu'à 6 mois à l'avance avec une précision de 80%. Déjà opérationnel, il a permis d'empêcher l'installation d'une mine d'or illégale, préservant ainsi 30 hectares de forêt primaire. Rendu open source en 2024, il renforce aussi la souveraineté technologique et encourage l'implication des acteurs locaux. Pour les autorités, la technologie seule ne suffit pas. Présence sur le terrain, engagement politique et participation des communautés sont essentiels pour protéger durablement ce patrimoine national. Allons à l'étranger, plus précisément au Soudan. Le gouvernement marque son retour à Khartoum, mais la crise humanitaire reste alarmante dans un pays toujours en guerre. Voici notre récit en images. Le gouvernement soudanais a officiellement regagné Khartoum ce dimanche 11 janvier. Le Premier ministre Kamel Idriss a annoncé la reprise progressive des services publics essentiels, notamment les hôpitaux, les écoles, l'eau et l'électricité. Ce retour intervient près d'un an après la reconquête de la capitale par les forces loyalistes en mars 2025, après 2 années d'occupation par les forces de soutien rapide au début de la guerre civile. Malgré cette avancée politique et symbolique, la situation humanitaire demeure dramatique. Selon l'ONU, plus de 9 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et 4,3 millions ont fui à l'étranger. À Khartoum, largement détruite, un peu plus de 1 million d'habitants sont revenus. Les violences se poursuivent dans plusieurs régions, notamment au Darfour et au Kordofan. Les femmes et les enfants restent particulièrement exposés, tandis que plus de 21 millions de Soudanais souffrent de l'insécurité alimentaire. Pour 2026, l'ONU alerte, les besoins humanitaires restent immenses dans un Soudan encore loin de la paix. C'est la fin de notre journal. Merci de nous être fidèles. Restez connectés pour la suite de vos programmes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.